Mesdames et messieurs, merci de suivre la DH News Télévision. Comme nous l'avons toujours dit, nous mettons un accent sur la promotion des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'actualité l'oblige avec la nomination d'une femme à la tête du gouvernement, c'est ce que dit pour son deuxième quinquennat. C'est tout le monde qui en parle. Nous continuons à recevoir les femmes et les hommes genrés pour qu'ils donnent leur point de vue sur cette question-là, parce que ça fait couler beaucoup d'encre, on continue à en parler. Il y en a qui estiment que Tshisekedi n'a fait que du populisme, les autres disent vraiment ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République du Congo, donc il concrétise sa vision de la masculinité positive. C'est n'importe qui, chacun donne son point de vue. Le premier numéro, vous avez suivi, c'était les acteurs sociaux de la société civile congolaise avec Jonas Tchombela. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une maman. Le mois de mars est terminé, mais on continue à réfléchir sur cette question-là jusqu'à la fin de cette année. Elle va se présenter. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Voudriez-vous vous présenter? Bonjour, oui, moi je suis nommée Boutanda Mikobi Marie-Claire. On me connaît souvent sous le nom de docteur Marie-Claire. Je suis médecin de formation. Une ancienne experte des Nations Unies dans plusieurs pays. Je suis revenue au pays ça c'est ma deuxième année, pour m'embarquer aussi bien dans la vie sociale, socio-économique que politique. Donc je suis candidate aux élections, j'étais candidate aux élections législatives passées, comité national de ma circonscription de l'État. Je suis aussi fondatrice et présidente d'une ONG, une association sans but lucratif que j'appelle Fondation Petit Don à l'Humanité. Voilà. Merci beaucoup, docteur Marie-Claire, encore une fois. Comme je l'ai dit dans notre introduction, vous avez certainement suivi qu'on parle de Madame Judith qui est à la tête du gouvernement désormais. La première dans l'histoire du pays. Vous avez suivi les points de vue des uns et des autres. Mais en tant qu'experte des Nations Unies pour y avoir travaillé, et vous êtes aussi fondatrice d'une association, médecin, économiste, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est l'une des meilleures décisions que le président Fachi a pris dans cette deuxième mandature. Et je lui remercie profondément parce que j'avais toujours dit depuis le début, quand il est venu au stade pour nous donner son projet de société qui nous amènerait les 6 chantiers pendant ces 15 ans, et qu'il y avait beaucoup d'encre aussi qui coulait pour dire que c'est trop, c'est ambitieux, on ne va pas pouvoir l'atteindre. Moi je l'ai dit, au Congo il n'y a rien qui soit impossible. La seule chose c'est que Fachi s'entoure bien. Et il l'avait lui-même dit aussi, qu'il a tiré des leçons du passé, que ce quinquennat sera tenu sur base, pas tenir compte des leçons apprises. Et je pense nommer Madame Judith Suminwa Tuluka comme première ministre montre déjà, c'est un message montré qu'il tient à sa parole. Ce n'est pas seulement dans le cadre de la masculinité positive pour amener une femme au pouvoir, mais c'est amener une femme qui va être la personnification de ces changements. Vous voulez dire que Madame Judith Tuluka n'est pas n'importe quelle femme? C'est ça d'ailleurs le message. Parce qu'une femme, c'est bien beau. Effectivement, il faut que nous puissions arriver à la parité. Parce que c'est certains objectifs que le pays a adhéré depuis des années d'ailleurs. Ce n'est pas de Fachi. Le pays a ratifié beaucoup de traités et de lois internationales, aussi bien que régionales. Et même au niveau du pays, il y a des instruments qui ont... Avant le fameux article 14 de la Constitution. C'est ça, oui. Qui souffre encore d'application. Très mal, très mal, parce qu'il y a très peu de femmes au pouvoir, mais aussi dans tous les secteurs. La parité est encore loin d'être atteinte. Et donc c'est bien que le président Fachi ait fait dans ce cadre-là. Mais c'est surtout à ce moment où le pays est devant de grands enjeux. Ce n'est pas seulement de prendre une femme, mais de prendre une femme capable. Et nous savons que Suminwa Tuluka est capable.
Que répondez-vous à ceux qui pensent que Félix Tshisekedi n'a fait que du populisme pour s'attirer un certain végétarien? Mais tu sais, nous sommes dans un état de droit et de liberté. Les gens peuvent penser ce qu'ils pensent. Moi, je pense qu'à ces moments ici, l'important pour nous, c'est de ne pas trop parler, de ne pas trop le distraire. Et pour Madame Judith, de montrer qu'elle est sérieuse, les enjeux sont importants et de se mettre au boulot. Les gens auront des réponses d'après les résultats qu'on va fournir. Madame, quelles sont alors vos attentes de cette première ministre de la République? Ouais, moi je dis... Bien que le gouvernement ne soit pas encore formé. Ouais, la première attente justement c'est celle-là. Qu'elle s'entoure bien à son tour aussi, qu'elle fasse un gouvernement de technocrates. Tu sais, nous sommes, comme dans tous les pays, il y a trois éléments qui définissent la démocratie. Le pouvoir judiciaire, législatif et aussi exécutif. Le pouvoir exécutif qu'elle est amenée à gérer ou à l'idée, être comme le meneur, il faut que ce soit fait par les technocrates. Même si, pour des raisons politiques, nous savons bien que ce sont les législatifs ou bien qui vont essayer de déterminer les quotas et ainsi de suite, mais il faudra bien que les personnes qui proviennent de ces quotas soient des personnes qui sont technocrates. Il paraît, excusez-moi de vous interrompre, il paraît que si le gouvernement tarde pas, le chef de l'État aurait mis l'accent sur ces technocrates au lieu que les responsables des partis politiques, comme toutes les années, donnent leurs frères, leurs sœurs, les gens qui ne vont pas, qui vont l'empêcher à exécuter. Ça, c'est le grand challenge. Et quand elle aura mis cette équipe des gens qui connaissent, qui ont la compétence, il faudra qu'on s'attaque directement aux deux fléaux qui vont entraîner l'éclatement du Congo. Nous sommes en guerre en ce moment précis. Pas forcément contre le Rwanda, comme nous le savons bien. Le Rwanda nous a agressés, il est sur notre terrain, donc nous sommes en guerre. Mais derrière le Rwanda sont les mains invisibles qui ont pour mission juste l'éclatement de notre pays. Parce que le Congo ne pourra jamais être perçu par eux comme étant un pays souverain. Donc il faudra soit l'éclater ou alors le tenir à genoux comme il est toujours tenu à genoux depuis l'indépendance. Donc pour pouvoir libérer le pays de cette agression qui est multiface, il faudra qu'elle comprenne très vite qu'il faut avoir une équipe qui nettoie le premier fléau. Il y a une équipe de patriotes. Voilà, les leaders, ça, ce sont les leaderships qui a accepté d'être toujours en train de courir derrière l'argent et de ne pas voir les vrais problèmes. Elle doit vraiment s'assurer que les gens qui prennent sont des patriotes qui ne sont pas affectés par ces fléaux que j'appelle moi l'obsession à l'enrichissement illicite, rapide, facile, qui est vraiment très évident dans notre leadership présent. Les politiques aujourd'hui, c'est courir vite, avoir des postes, mettre son épouse, mettre son fils, sa fille et s'enrichir. Et pendant ce temps qu'on s'enrichit, le pays éclate. Et personne ne le voit. Moi, je me demande même, quand on court derrière ces matériels et qu'on ne voit pas le grand risque qu'on court, est-ce qu'on profitera même de ce bien? Je ne pense pas. Ils seront envahis par l'ennemi, par les agresseurs, absolument, qui pourraient même peut-être ravir ce dont absolument. Les Mobutistes pourront bien dire aux gens ce qui est arrivé après. Les Mobutistes, ils étaient des nantis. Ils ont été obligés de déguerpir pour sauver d'abord leur vie. Donc mes frères, c'est ça, Madame la Première ministre, c'est de faire en sorte que ton équipe ne soit pas en train de chercher forcément à s'enrichir, mais qu'elle s'assoie à côté de vous pour voir comment neutraliser toute
ces agressions surtout qui que c'est le dernier mandat du président Félix, donc les gens peuvent se dire, ah, voilà, c'est le moment, nous savons jamais. C'est ça qu'ils se disent toujours. Ils se disent, moi je suis pris, mais je viens d'être nommé, mais là c'est à mon tour aussi. Et même les attentes là, la société sont comme ça. Ça c'est vraiment quelque chose qui est devenu, je l'ai dit, un fléau. Même la société s'attend, non, tu vas être là pour que nous aussi on puisse. Ça ne peut pas être comme ça. Ça peut pas être comme voilà. Madame, peut-être la dernière préoccupation. La première ministre prend le pouvoir, est nommée au moment où il y a encore une autre question qui fâche pour certaines personnes et qui est normale, c'est cette question de la peine de mort. Il y en a qui estiment que, vous avez suivi peut-être le cardinal Ambongo qui disait qu'en tant que chrétien, on ne peut pas accepter qu'il y ait la peine de mort. Et les autres disaient qu'il y a un risque au regard de la justice dans notre pays, qui est le règlement de compte. Vous, selon votre expertise, qu'est-ce que vous en dites? Alors, les différentes assertions, des discussions sur ces thèmes ne sont pas fausses ou vraies. Hein. C'est une discussion de la société. C'est-à-dire, il ne faudra pas que la peine de mort soit utilisée pour faire payer aux gens. Mais est-ce que cela remet en cause la peine de mort? Ça, c'est une autre discussion. Le contexte dans lequel Madame la ministre a annoncé la levée de moratoire était bien circonscrit. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, un pays en guerre, c'est-à-dire agressé par notre voisin. C'est ça. Et tous les efforts qu'on fait pour pouvoir nous défendre l'intégrité de notre territoire national sont sabotés par les traîtres, nos frères traîtres. Parce que justement dans sa guerre, tout ce qui nous agresse avait réussi de faire une profonde infiltration au niveau de notre pays. Et donc nous avons beaucoup de traîtres. Maintenant, l'histoire des civilisations a toujours démontré comment on traite les traîtres pour éradiquer cela. Et la peine de mort, c'est une peine qui est dans beaucoup de pays et qui est même dans des grandes démocraties comme les États-Unis. C'est une peine qui existe. Et donc que le Congo ait pris la décision de le prendre dans ces contextes, c'est valable, c'est un pays souverain. Moi, je ne vois pas pourquoi je serais contre cela. Mais maintenant, de dire qu'ils vont mal utiliser parce que la justice n'est pas bonne, c'est aussi valable. Il faudra que notre justice soit à la hauteur de l'appliquer. Mais une peine comme celle-là, normalement, ce n'est pas une peine qu'on court tous les jours. Ce sont des messages forts lancés dans la communauté qu'on n'accepte pas avoir des traites parmi nous. Et donc souvent, son application, je pense, suit une certaine délibération qui va être transparente, où les gens peuvent voir que effectivement. Et ça, c'est s'il y a un traite transparent. On l'a jugé, il faudra bien qu'on puisse l'exécuter. Moi, je ne vois pas pourquoi c'est comme cela. Donc, c'est ce que je peux dire, mais c'est très bien qu'on puisse discuter de ces sujets dans la société, parce qu'on a besoin vraiment, ce sont des sujets très importants. Docteur, au regard de l'actualité dans votre pays, la République démocratique du Congo, quel est le message citoyen, républicain, que vous pouvez adresser à vos compatriotes? Chers compatriotes, je voudrais bien que nous comprenions qu'aujourd'hui, le Congo n'est pas seulement menacé, mais il est agressé. Donc, la menace du Congo, c'est son extinction. Le Congo est dans les plans de ceux qui veulent nous mettre à genoux, veulent le diviser en petits morceaux. Ce sont des plans qui sont faits depuis longtemps. Et nous avons donc deux choix. Ils l'ont fait parce qu'ils ne veulent pas que le Congo soit un pays très fort. Probablement même le pays le plus fort, parce que considérant nos richesses, avec l'organisation récente de l'Afrique, nous pourrons être le pays le plus, je veux dire, la force
continentale, mais même parmi les grandes forces mondiales. Et c'est ça la crainte des gens que moi j'appelle parfois les gens aux idées impérialistes, parce que pour nous tenir toujours esclaves, ils veulent nous diviser. Maintenant, nous avons ces choix-là, d'être patriotes et de défendre notre pays pour aspirer à être ces grands pays, ou alors nous avons le choix de courir derrière les petites corruptions qui nous montent et nous retrouver demain esclaves parce que notre pays sera divisé en plusieurs morceaux. À vous de choisir. Mais moi, je vous dis ceci, pour mes enfants, pour nos enfants, notre progéniture, nous avons hérité ces pays de nos parents, eux qui ont souffert la traite négrière, qui ont souffert la colonisation, se sont battus, ils ont payé de leur sang, ils nous ont remis le pays en entièreté. Maintenant, à nous aussi de résister et de garder le pays fort pour notre progéniture. J'ai fait moi le choix de résister. Et pour résister, il faut appuyer vraiment nos FARDC qui sont au front, appuyer nos Ouazalènes qui sont là, mais chacun de nous a sa responsabilité. Le plus grand que nous portons nous tous, arrêtons la corruption. Docteur Marie, merci. Merci.